Hello à tous, et dans cette vidéo, on continue sur l'eau dans le magma dans la foulée de cette dernière vidéo. Et ce que l'on avait expliqué, c'est que vous pouvez avoir de l'eau à haute température dans un magma. Alors quand je dis de l'eau, je ne parle pas d'eau dissoute, mais vraiment bien d'un fluide aqueux, à part, qui va coexister avec le melt, le liquide silicaté et des cristaux. On est à haute température, vous voyez là, on est entre 700 et 800 degrés Celsius, et cette eau, elle va jouer un rôle essentiel dans le magmatisme terrestre, on le reverra plus tard. Dans cette vidéo, on continue avec des feldspaths alcalins. Et avec la cristallisation de ces feldspaths sodiques et potassiques, on va produire des roches très importantes comme les granites, les syénites, les rhyolites, les trachytes, etc. On continue avec l'article fondateur de Norman Levy Bowen, produit à partir de ses travaux menés au sein du Geophysical Lab de la Carnegie Institution de Washington, et qu'on avait commencé par regarder le système binaire simple NaAlSi38H2O. Et ces diagrammes, ils sont importants. Ils vous expliquent dans quelles conditions cette eau magmatique, elle est capable de s'exprimer sous forme d'un fluide aqueux aux côtés d'un liquide silicaté et de cristaux silicatés. Ici, vous avez de l'eau magmatique de haute température. C'est une eau fortement minéralisée. Elle contient de l'ordre de 5% poids de NaAlSi38. Ainsi, sur 1000 g de ce fluide supercritique, vous avez 50 g de feldspath dissous. C'est un fluide aqueux avec une densité de 0,2 à 0,4, donc 50 g de feldspath pour un volume de 2 à 5 litres. Cela nous fait une charge minérale de 10 à 20 g par litre. Par comparaison, l'eau de mer, c'est du 35 g par litre de NaCl. C'est du même ordre de grandeur, mais ce que dissout l'eau de mer, c'est du NaCl, c'est du sel de cuisine. Cela n'a rien à voir. Et l'eau qui nous constitue et que nous connaissons bien à température ambiante, eh bien cette eau, elle est incapable de dissoudre des feldspaths. À partir de là, vous comprenez qu'une eau pure magmatique, c'est une eau qui est très corrosive, qui est capable de dissoudre des feldspaths. Et à l'inverse, cette eau, lorsqu'elle est sursaturée en NaAlSi38, cette eau, elle est capable de laisser reprécipiter sa charge minérale et de participer ainsi à la croissance des cristaux magmatiques. Donc ici, nous avons la courbe solide liquide vapeur dans le système NaAlSi38, et ce que l'on appelle ici la vapeur, c'est un abus de langage. Car en fait, cette vapeur, entre guillemets, c'est un fluide supercritique plus corrosif qu'un acide. Voilà, cette courbe, ou plutôt cette surface, elle nous dit quelles sont les conditions PTX, pression, température, composition, pour lesquelles j'ai un assemblage SLG, solide, liquide, gaz. Et plus je baisse en température, plus je monte en pression. Et plus mon liquide silicaté, il se charge en constituant H2O. Vous voyez, on passe de 0% poids ici, à plus de 10% poids H2O à 2000 bars. Retenez bien cette allure générale, car maintenant on va pouvoir généraliser. Dans le système ternaire à trois constituants, NaAlSi38, KAlSi38H2O, on retrouve cet assemblage SLG. Donc là, ce sont les figures de l'article de Bowen. Maintenant, il faut raisonner en 3D, mais la logique, elle est la même. Ici, je baisse en température et j'augmente la teneur en eau de mon liquide silicaté. Et là, je monte en pression et j'augmente la teneur en eau de mon liquide silicaté. Voilà, vous voyez les correspondances. Bien, maintenant, on peut attaquer la partie pratique. Je reprends cette figure du papier de Bowen et on va regarder comment on cristallise un liquide silicaté sodipotassique dans le système NaAlSi38, KAlSi38H2O. Là, on se rapproche des cas naturels puisque dans la croûte, vous avez souvent de l'eau. Ce que nous avons ici, c'est un diagramme ternaire mais très étiré dans la direction du pôle H2O. Et la partie intéressante, celle qui est présentée, elle est ici. On se limite donc dans la partie silicatée. Dans cet exemple, on part d'un liquide au point grand A. On a 2% poids d'H2O. Et on a un rapport pourcentage poids NaAlSi38 sur KAlSi38 qui est de 45 sur 55. On peut recalculer la composition globale. Je vous laisse cela en exercice et on trouve ces valeurs. Alors pour utiliser ce diagramme, Bowen a projeté plusieurs courbes que l'on va utiliser. Il y a les isothermes de la composition du liquide silicaté, ce que je note grand L et entre parenthèses grand S, grand G. Et rappelez-vous, plus on baisse en température, plus mon liquide silicaté il s'enrichit en eau. Donc ici, vous avez les isothermes 1075, 950, 900 et 800 degrés Celsius. Nous avons aussi des isobars. On se rappelle, plus je monte en pression, plus mon liquide silicaté il s'enrichit en eau. Donc là, j'ai les isobars, 500 bars, 1000 bars et 2000 bars. Alors pour bien comprendre les choses, ce que représente ce diagramme ternaire avec ses isothermes et ses isobars, c'est la forme du liquidus. Vous voyez, les isothermes, elles sont incurvées avec une concavité tournée vers le constituant H2O. Les isobars, c'est le contraire. Elles sont convexes vers le constituant H2O. Et quand on considère des sections isobars
dans des projections Tx, le liquidus, il présente un minimum thermique. Eh bien, ce minimum thermique, vous le retrouvez dans le diagramme ternaire, sur la forme une vallée, sur la forme un creux descendant, sur la forme un Thalweg. Et là, on retrouve le fait que l'eau est un fondant. Alors, dans cet exercice, on va faire une cristallisation à 1000 bars, à pression constante. On va partir d'une température initiale, disons 1100 degrés Celsius. Et là, au point A, j'ai un liquide silicaté avec un peu d'eau dissoute, mais pas de cristaux et pas de fluide aqueux supercritique. Et je refroidis à pression constante, 1000 bars. Alors, première question, quelle est la première chose qui va se produire? Eh bien, je vais tracer l'isotherme qui passe par le point A, et cette isotherme, elle correspond à une température d'environ 1050 degrés Celsius. Alors attention, cette température, elle correspond à une cristallisation en présence d'un fluide aqueux supercritique, ce que je n'ai pas pour le moment. Et ce diagramme ternaire, il me dit aussi qu'à cette température de 1050 degrés Celsius, pour voir un fluide aqueux supercritique se développer, il faudrait descendre à une pression d'environ 400 bars. Vous voyez, j'ai dessiné aussi cette isobar de 400 bars. Donc à 1000 bars, j'ai trop de pression. La pression, elle est trop forte. Et je ne peux pas avoir de fluide aqueux supercritique. Donc la première chose qui va se produire, c'est l'apparition du premier cristal de feldspath. Et pour caractériser cette première étape, je vais revenir au diagramme binaire. Bowen donne ces trois diagrammes, ces projections Tx, et lequel correspond le mieux à ma situation. Celui de gauche, celui du milieu ou celui de droite? Eh bien, si je regarde bien, celui de gauche me constitue une bonne approximation. Et c'est celui-là que je vais utiliser. Composition de 45-55, j'intersecte le liquidus à une température d'environ 1050 degrés Celsius. Et le premier cristal qui précipite, il a une composition très potassique. Sa composition, elle se lit ici, sur le solidus. Et on est sur environ 15% poids NaAl SI38 et 85% poids KAl SI38. Une première remarque ici. Je n'ai pas tenu compte de l'influence de la pression. Et cette pression, à ce stade, elle n'a qu'une influence mineure. Les courbes du liquidus, dans un diagramme pression-température, ce sont des droites qui sont proches de la verticale, avec des pentes positives comme cela. Donc la pression, elle a peu d'influence. Donc voilà, restons sur une température de liquidus d'environ 1050 degrés Celsius et cette composition de feldspath potassique. La conode solide liquide, je vais la tracer, elle est comme ceci. Passons à la deuxième étape. Et la deuxième étape, cela sera quoi? Eh bien, c'est l'apparition de la première bulle de fluide aqueux supercritique. Et là, j'aurai trois phases. Donc, 3 points sur mon diagramme ternaire, avec le point grand L, le point du liquide silicaté qui sera sur l'isobar, 1000 bars. Donc là, je fais de l'approximation que la pression partielle de l'eau, elle est égale à la pression totale. Je cherche la conode qui s'appuie sur cette isobar et qui passe par le point grand A. Et là, je mets des conodes qui sont tracées par Bowen. Et mon point grand A, il se trouve sur le segment grand B, grand F. Grand B, c'est la composition du liquide silicaté. Vous voyez, on est sur du 7% poids H2O. C'est beaucoup plus riche en H2O que le liquide de départ. Grand F, c'est la composition du feldspath alcalin. Cela me donne du 40% poids NaAl SI38. Alors je me situe dans le cas d'une cristallisation à l'équilibre, c'est-à-dire que le feldspath il a été capable de réajuster sa composition en fonction de la composition du liquide silicaté. Je peux calculer la proportion de cristaux et pour cela j'utilise la règle du levier et j'obtiens 28% poids de liquide silicaté et 72% poids de cristaux de feldspath d'alcalin. Et je regarde les isothermes, et cela me dit que je suis à une température d'environ 850 degrés Celsius. Et pour bien expliquer les choses, j'ai un triangle d'assemblage de phases comme cela, le segment BF étant le côté opposé au sommet représentant le fluide aqueux supercritique. Donc mon triangle SLV, il est comme cela, grand S, c'est le point grand F, grand L, c'est le point grand B, et grand V, on va dire qu'il est quasiment sur le pôle H2O. Maintenant, la troisième étape. Et la troisième étape, cela sera quoi? Eh bien, cela sera la disparition du liquide silicaté, car il y aura un moment où il aura cristallisé en entier. Donc là, dans mon triangle SLV, le point grand A sera cette fois sur le segment grand S, grand V, c'est-à-dire sur le côté opposé au sommet grand L. Je trace ce segment grand S, grand V. Je mesure la composition du cristal, elle sera de l'ordre de 45% poids NaAl SI38 et je cherche la conode grand S, grand L, toujours en utilisant des lignes tiretées dessinées par Bowen, et j'arrive sur le point grand C. Grand C, c'est la dernière goutte de liquide silicaté qui disparaît. Je suis à une température un peu plus faible, mais elle n'est pas facilement quantifiable sur le diagramme. Disons qu'elle est de l'ordre de 840 degrés Celsius.
Calculons la proportion de cristaux et je vais considérer que le fluide aqueux supercritique, il contient 5% de feldspaths alcalins dissous. Appliquons la règle du levier et je retombe quasiment sur 2% poids d'eau exsolvée et 98% de cristaux de feldspaths alcalins anhydres. Voilà, ici on a résumé le parcours de cristallisation suivi par le liquide silicaté. Donc là je répète, on s'est mis dans le cas idéal et théorique d'une cristallisation parfaitement à l'équilibre. Mais en pratique, les cristaux de feldspath, ils n'arriveront pas à rééquilibrer chimiquement leur partie centrale, car elle est isolée de l'extérieur par leur bordure cristallisée. Il y aura donc une zonation des feldspaths qui va se développer avec une partie interne plus riche en potassium, et le liquide silicaté résiduel, il va donc dériver vers des compositions plus sodiques. Et c'est ce qui est représenté dans la figure de Bowen, avec le trajet grand A, grand D, grand E. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. La partie importante, c'est de savoir utiliser un diagramme ternaire pour reconstituer le trajet suivi par la cristallisation d'un liquide silicaté. Donc cela serait bien d'être capable de le refaire. À bientôt!